oh yeah, oh yeah. Ah yeah, oh yeah, oh yeah. Ah yeah, oh yeah, oh yeah. Ah yeah, oh yeah, oh yeah. Je m'appelle Khadija Elmadi, je suis comédienne. Je me suis spécialisée dans le jeu masqué et j'ai créé un personnage qui s'appelle Mama Khan et qui est à l'origine d'une fable qui se construit chaque jour maintenant et qui va sur les traces des transmissions matrilinéaires. Et précisément des transmissions qui se faisaient et qui se font encore d'ailleurs dans les civilisations premières. Comment est né le projet ? Le projet est né d'un rêve. Mais un rêve, un vrai rêve, un rêve suffisamment marquant pour qu'il donne le lieu à une fable qui prenne sens dans la réalité. J'ai rêvé une nuit qu'un groupe de grands-mères venait m'entourer, me prenait dans leurs bras, et c'était un moment assez agréable, assez joyeux, assez festif, très tendre. Et je me suis rendu compte, en me réveillant, que les grands-mères n'ont pas fait partie de ma vie. L'histoire de l'immigration, le départ des parents, l'arrivée en France, toute la famille qui était restée au pays. Puis après plein de raisons qui font que les liens s'étaient détissés. Voilà, ce rêve m'a rappelé que j'avais des grands-mères et que je n'avais pas reçu leur transmission. Donc ça a un peu éveillé mon attention. Puis j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et puis c'est trouvé que ma grand-mère maternelle est décédée 4 ou 5 mois après ce rêve. Et ça m'a donné vraiment l'envie de, comment dire, peut-être d'une forme de résilience, de réparer un peu les choses ou de les retisser, pas forcément que pour moi, mais pour mon neveu et ma nièce qui viennent d'arriver. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais pas reçu cette transmission, mais qu'elle était encore là, qu'elle était vivante par le biais d'autres femmes que je pouvais rencontrer. Et je me suis mise un peu en chemin, en route, en création, en suivant cette trame qui naît d'un rêve. Alors quand j'ai commencé à expliquer aux personnes qui m'entouraient que j'allais partir aux États-Unis, dans une réserve indienne, pour aller recueillir des contes, j'ai eu des réactions d'étonnement, de consternation. Moi, je suis comédienne à la base, donc là je m'intéressais aux contes, je partais sur une forme solitaire alors que j'ai fait partie d'équipes constituées. Comment dire ça ? On m'a renvoyé que ce retour aux origines devait m'amener, normalement avec évidence, à aller en terre berbère et pas en terre lakota. Ça aurait été l'évidence. Mais comme ces liens avaient été coupés, c'était absolument pas une évidence pour moi d'aller au Maroc et d'aller dans le sud marocain. Il y avait beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, de revivre le rejet, de revivre peut-être un silence, à nouveau une non-reconnaissance, et puis de pas recevoir ce que j'étais venue chercher. Je suis allée sur internet, j'ai regardé un petit peu des sites, et puis les Amérindiens qui revenaient le plus souvent, c'était les Lakota. Je me suis dit tiens, pourquoi ? Et puis j'ai écouté des chants et j'ai été extrêmement touchée par ces chants, comme si je les connaissais depuis toujours, comme si ils faisaient partie d'un patrimoine comme ça, immémoriel, inconnu mais en même temps proche. Et surtout je retrouvais la tonalité des tambours, les chants des femmes qui correspondaient aux chants que j'avais entendus toute petite dans le sud marocain. Et je me suis dit tiens, une tribu qui fait écho à une autre tribu, peut-être que c'est là-bas que je dois aller pour aller rencontrer ses grands-mères, aller rencontrer ses transmissions. Puis il y a énormément de textes sur lesquels je suis tombée qui m'ont touchée, sur la place qui est accordée à la femme dans la communauté Lakota, à la grand-mère, à la manière dont elle tient le tipi. C'est elle qui gère la maison, c'est elle qui transmet aux enfants, c'est elle qui détient les savoirs artisanaux, le travail du cuir,
il y a une forme de noblesse réelle dans les actes qu'elle accomplit, parce que ce sont des actes artistiques. Il y a une véritable communauté artistique où l'art est une manière d'exercer ce que veut dire vivre. Après, la réserve, c'est un lieu très particulier, parce qu'en m'y rendant, je me suis rendu compte que j'allais dans un camp, dans une prison, et ça, j'en avais absolument pas conscience. Donc c'est quand même une grande découverte. Oui, l'arrivée dans la réserve, c'est... Vous êtes partis à 2? Oui. Avec Colette Kramer. Colette Kramer est maquilleuse, on a énormément travaillé ensemble. Oui, comme c'est un projet qui a vocation à se construire sur 13 années, aller à la rencontre de 13 grands-mères, de 13 civilisations, transmettre 13 rapports à la nature et rapports à la transmission des savoirs matrilinéaires. On a le temps. On a le temps de laisser les choses émerger dans la juste temporalité pour chacun. Moi, pour Mama Khan, il a fallu un peu plus de 2 ans pour que le personnage prenne le temps d'avoir réellement une épaisseur, qu'il sache d'où il vient, où il va, qu'il puisse s'adresser au public, puis qu'il puisse rentrer dans un rapport de transmission. En fait, pour transmettre, il faut quand même avoir un peu de vécu. Donc peut-être qu'on s'offre aussi le temps de ce vécu qui est nécessaire et qui n'est pas un vécu quotidien. Est-ce que la grand-mère est née dans la communauté Lakota, ou déjà tu avais une idée comment allait être cette grand-mère? Tu savais déjà s'il y allait y avoir un masque? Alors la création du personnage de Mama Khan, c'est toute une aventure. J'ai rencontré Christophe Paty, qui est maître de masque au Conservatoire national, et pendant 5 ans je l'ai assisté. Et puis au bout de ces 5 ans, il y a eu ce désir de créer une ancienne, parce que il y a eu des rencontres avec des masques de Monsieur et Madame Pantalone en Commedia dell'arte qui ont toujours été très justes et efficaces. Et on dit que dans la Commedia dell'arte, un comédien est porteur d'un masque unique en réalité, et ce qu'on appelle l'emploi par extension. Il est porteur de ce masque, et tout au long de sa vie il va porter le même masque et il va l'explorer sous toutes ses facettes. Et l'aïeul semblait être ce qui me convenait le mieux. Donc je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à faire là. Et puis ensuite il y a eu ce rêve. Enfin, il y a plein de choses qui se sont comme des signes comme ça qui apparaissent et qui naissent du regard du public. D'ailleurs, le personnage est né dans le regard du public. J'ai fait une résidence de travail à Bussy-Saint-Georges pendant 15 jours où j'étais seule. Je me suis enregistrée oralement, mais aussi visuellement, avec le masque que je venais de recevoir d'Étienne Champion. Et puis, au fur et à mesure, une trame est apparue. Excuse-moi. Redis-moi, le masque, tu l'as choisi ou c'est lui qui te l'a, entre guillemets, imposé? En fait, c'est une commande que j'ai faite à Étienne Champion pour le personnage d'Antonin Artaud. Et ce masque, j'avais l'idée d'une sorte de chouette perchée dans un arbre en pleine nuit et qui parle dans la nuit, qui tente d'amener de la lumière dans l'ombre. Donc ce masque est créé. Je fais des premières sorties autour du texte d'Antonin Artaud, en faisant des performances avec des musiciens. Ça se passe très bien. Et puis ça m'amène à m'intéresser aux civilisations premières. Il y a ce conte, il y a ce rêve, il y a les Lakota. Et puis tout d'un coup, je laisse tout ça se tisser comme ça dans une espèce d'intuition. Et je me dis, allez, il faut tenter l'aventure. Au départ, l'idée était de créer une grand-mère unique. Et je partais sur un seul spectacle. Et puis en parlant, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai trouvé sur Internet un site qui parlait des 13 grands-mères. Et je suis tombée sur un peu ce rêve que j'avais, mais réalisé par 13 femmes qui viennent de civilisations différentes aux 4 coins du monde, qui chacune est leader un peu de sa communauté. Elle est porteuse des traditions, mais aussi des savoirs ancestraux. Et elles se réunissent toutes les 13 et elles parcourent le monde pour rendre ces savoirs accessibles. Alors je me suis dit, tiens, ce rêve a une résonance dans la réalité, ça correspond à quelque chose. Et je me suis dit, peut-être que
ça demande un peu plus de temps, un peu plus d'investissement. Et je suis partie sur ce chiffre 13 et l'idée de travailler sur 13 civilisations différentes et d'essayer de trouver le lien qui les réunit. Alors, j'aimerais beaucoup voir le masque et avoir une petite description pour les auditeurs. Comment décrire ce masque? Alors, je l'aime beaucoup d'abord. Et au départ, bien, j'étais partie sur l'idée de faire réaliser 13 masques, donc un masque pour chaque grand-mère. Et en allant à Pine Ridge, quand j'ai sorti ce masque pour la première fois et que je l'ai montré, j'ai eu des réactions assez violentes. Enfin, j'ai eu une réaction très violente, deux d'ailleurs, de deux personnes qui m'ont expliqué que les masques chez les Lakota ont un sens très particulier. Et on m'en a pas dit plus, donc je pourrais pas vous en dire plus, mais j'ai compris que voilà, ça pouvait pas être un objet anodin et que je pouvais pas le sortir de cette manière. Comme moi je travaille avec des masques en permanence, j'ai pas forcément d'appréhension aussi forte par rapport à l'objet. Mais là j'ai eu des réactions très vives. C'est du bois. C'est du bois, c'est du tilleul. Donc l'idée c'était un peu de représenter une sorte d'oiseau, de chouette. Et les arcades qui sont très, très ouvertes. Les premières fois quand j'ai fait des sorties avec les enfants, ils étaient assez impressionnés. J'avais peur de leur faire peur que le masque les effraie. Et en fait, non, ils l'ont tout de suite aimé. Ils ont tout de suite vu une grand-mère avec laquelle ils avaient envie de passer du temps. Le fait que le masque soit en bois, ils avaient l'impression de voir une femme de bois s'adresser à eux. Une femme des bois. Donc il y a un nez très pointu. Très volumineux. Ouais, il est quand même un peu large aussi. Hein. Et il est très agréable à porter. Il a été fait à mon visage. C'est-à-dire que la face interne a été sculptée pour s'adapter parfaitement à mon visage. J'ai passé de longs moments avec ce masque, de longs moments à le regarder, de longs moments à le porter, de longs moments à le découvrir, à laisser aussi la voix du masque émerger. La voix émerge du masque. Ah bah oui, parce que la lèvre supérieure n'est pas la mienne. Donc ma lèvre inférieure doit s'adapter à la lèvre supérieure du masque, qui est un peu plus proéminente. Ensuite, il y a eu un long travail. J'ai passé 2 semaines à chanter seule, à travailler sur des textes seule, jusqu'à faire en sorte, je dirais, c'est un peu particulier hein, ces techniques, mais de travailler sur ma colonne d'air et de travailler aussi sur mon ossature, vraiment les os. On dit faire chanter les os et de descendre un peu comme ça, de faire chanter les os jusqu'au sacrum. Et à un moment, je dirais de la pointe du coccyx jusqu'à la fontanelle, ça commence, et comme une espèce de, il y a une colonne colonne vertébrale se met à vibrer et elle fait vibrer le masque. Et tout d'un coup, il y a vraiment ce sentiment de ne plus faire qu'un avec l'objet. Et la voix, voilà, je l'entends parler. C'est vraiment, je l'entends parler, c'est-à-dire que je suis avec l'objet et en même temps, ça n'est pas moi, c'est ce personnage, cette vieille femme que je ne suis pas. Et quand je le porte, je vais la rejoindre et puis elle me raconte des histoires, je lui raconte des histoires. Le masque t'inspire? Il m'inspire, c'est un peu comme une baguette. Pour reprendre du bois, un peu comme une baguette de sourcier. Et d'ailleurs, les histoires naissent un peu du public parce que bien sûr, cette vieille femme s'adresse aux enfants, elle s'adresse aux adultes, elle s'adresse aux anciens, elle s'adresse à chacun des âges de la vie et chacun des contes est un peu un enseignement d'une étape de l'existence. Donc tous ces contes sont devant elle quand elle est face au public. Là, c'est la première fois que je parle du spectacle et que je parle du masque comme de quelque chose qui est un petit peu à part, comme un partenaire avec lequel je travaille. Mais c'est vraiment le cas. Et donc au départ, il devait y avoir 13 masques et en allant à Pine Ridge, quand j'ai dit que je venais pour recueillir des histoires et récolter des histoires, j'ai eu une fin de non-recevoir. On m'a expliqué que les grand-mères voudraient pas me rencontrer, que je n'aurais pas d'entretien avec elles et qui comprenaient absolument pas pourquoi j'avais fait ce voyage et pourquoi j'étais venue là. Et si j'étais venue à cet endroit, c'était bien parce que je ne savais pas qui j'étais. Alors ça a été quand même une sacrée claque. Et on m'a renvoyé au fait que, que avant de... Et tu le ressentais ça ? Peut-être que je le ressentais, mais que je n'osais pas me l'avouer. Ce dont je me suis rendu compte et qui était assez consternant, c'est que pour eux, j'étais dans une attitude complètement colonisatrice
Et qu'en venant chercher les histoires, leurs histoires, je venais m'approprier peut-être ce qui leur reste de plus précieux, qui est leur histoire. Et le fait de le poser de cette manière, ça redonnait vraiment un autre sens au conte. C'est pas une fable anodine, c'est pas quelque chose de facilement accessible. C'est le fruit d'un long processus. Et la personne qui l'a mis en forme et qui a créé ce bijou, qui est offert pour les générations futures, c'est un véritable don et ça a une valeur. Donc pour en estimer réellement la valeur, il faut l'avoir éprouvé. Alors je me suis rendu compte que j'étais dans un endroit particulier, que j'étais dans une réserve, que c'était un camp, que les gens qui sont là-bas sont des prisonniers, qu'ils ont un numéro d'immatriculation, que les grands-mères que j'allais rencontrer avaient vécu des événements tragiques, puisque c'est ces femmes qui dans les années 73 ont vécu une famine terrible sur la réserve. Il y a eu une révolte, je ne savais pas du tout que j'étais quand même à un endroit névralgique pour les 500 nations amérindiennes, qui est la révolte de Wounded Knee, où des gens se sont réfugiés dans une église après avoir dévalisé une épicerie parce qu'ils n'arrivaient plus à vivre et à survivre. Et il y a eu une véritable bataille qui a été menée à cet endroit, dont beaucoup en ont gardé des séquelles psychologiques fortes. Donc ces femmes que j'allais rencontrer en leur demandant des histoires, elles avaient une histoire elles-mêmes qui était tragique. Et le sens des contes qu'elles racontent à leurs enfants et leurs petits-enfants, c'est une manière de les rendre dignes d'eux-mêmes, forts, capables de se dépasser, capables de dépasser la misère qui sévit là-bas, l'autodénigrement. Tout d'un coup, il y a cette quête d'un enracinement, d'une dignité, d'un amour de soi. J'étais pile poil à l'endroit le plus criant, mais dans un silence total, dans une dignité énorme. Et voilà, pendant une semaine, il y a eu une semaine de rejet. On s'est retrouvés avec Colette assises devant nos tentes qu'on avait emmenées. Et puis on s'est dit, là où on est, personne ne veut plus nous parler, on va prendre la voiture, on va continuer à errer sur la réserve. Les gens n'ont pas de moyens de transport, on va aider les gens qu'on peut aider, et puis on verra bien. Et en fait, 2 heures après, on a rencontré notre grand-mère. Et après, on a passé 4 semaines fantastiques. Cette grand-mère, j'en parle dans le spectacle, mais j'en parle de manière métaphorique. Et les gens que j'ai rencontrés m'ont demandé de ne pas parler d'eux. Donc je parle de la beauté de la rencontre, de la beauté des échanges, des éclairages qui nous ont été donnés à travers le spectacle. Mais on m'a dit que c'était pas forcément nécessaire de tout savoir. Alors je pense que même nous, au bout d'un certain moment là-bas, on a réellement rencontré les gens quand on a commencé à arrêter de poser des questions. C'est quand on commence à ne plus vouloir, qu'on commence à vraiment vivre, éprouver et rencontrer l'autre. Yo ya ni ne yo ya na he ne yo ya ni ne yo ya ni ne yo ya na he ne yo ya ni ne yo ya na he ne yo ya ni ne yo ya na he ne yo ya ni ne yo ya na he ne yo ya ni ne yo ya na he ne yo ya ni ne yo ya ni ne yo ya na he ne yo ya ni ne yo ya na he ne yo ya ni ne yo ya ni ne yo ya na he ne yo ya ni ne yo ya ni ne yo ya na he ne yo ya ni ne yo ya na he ne
yo yanine yo yana hene yo yanine yo yanine yo yana hene yo yanine yo yana hene yo yo yanine yo yana hene yo yanine yo yanine yo yana hene yo yanine yo yana hene yo yanine yo yanine yo yana hene yo yanine yo yana hene yo yo yanine yo yanine yo yana hene yo yo yanine yo yanine yo yana hene yo yanine yo yana hene yo yanine yo yana hene yo yanine yo yanine yo yana hene yo yanine yo yana hene yo yo yanine yo yana hene yo yanine yo yanine yo yana hene yo yanine yo yana hene yo yanine yo yanine yo yana hene yo yanine yo yana hene yo yo yanine yo yana hene yo yanine yo yanine yo yana hene yo yanine yo yana hene yo yanine yo yanine yo yana hene. Et là, on va en parler plus précisément du spectacle. Donc l'écriture du texte du spectacle a été faite là-bas, du coup. L'écriture du texte du spectacle, elle s'est faite réellement, précisément, quelques jours avant de le jouer. Parce que finalement, le spectacle, c'est le récit d'un voyage. Donc il y avait aussi... comment raconter, comment transmettre. Et aussi être dans la fable, Beaucoup de gens, en tout cas du milieu du spectacle ou du théâtre, ont été gênés par le fait que je sois dans une telle transparence. On ne dit pas, on crée la forme, on donne à voir la forme, mais les gens ne sont pas censés savoir ce qui se passe derrière. Mais pour moi, c'était important d'être dans d'avancer presque nue, d'avancer transparente pour pouvoir avoir d'autres informations que celles que je m'étais données déjà dès le départ. Et c'est assez, fragilisant d'agir de cette manière-là, mais ça a été très riche. Et au jour d'aujourd'hui, la forme vers laquelle je m'achemine m'amène à enlever toute la partie immergée de l'iceberg, à ne plus laisser que peut-être que l'objet qui permet à tout le monde de se relier autour de cette histoire de transmission. Donc les personnes qui auront assisté aux premières représentations auront vu un petit peu le cheminement. Mais maintenant, je donnerais moins à voir dans le cadre du spectacle le pourquoi du comment tout s'est construit. Parce que donc il évolue au fur et à mesure des représentations. À chaque représentation, le spectacle est différent parce qu'il se construit avec le public. Il est différent parce qu'il a une architecture qui s'est imposée à travers un chant, qui est le chant des 4 directions, où tout le monde se tourne vers l'ouest, vers le sud, vers l'est et vers le nord, et salue les 4 directions. C'est une manière de se recentrer de manière collective, et la terre et le ciel. Et donc j'avais ce chant que je voulais apprendre. C'est un chant qui est chanté à toute occasion, et qui est un chant qui permet de se relier en fait à tous les êtres qui vivent sur cette planète. Alors je me suis dit, ce chant-là, je le garde. Et puis je me suis mise à le chanter. Le Lakota, c'est quand même une autre langue. Ça a pris du temps et à un moment, ce chant s'est inscrit. Et tout d'un coup, les contes sont apparus. Et le spectacle, aujourd'hui, a l'architecture de ce chant.
Et c'est par ce chant que je commence le spectacle, qui était le premier chant que j'ai entendu et qui est une sorte de porte ouverte, qui ne donne pas toutes les clés de la spiritualité Lakota, mais qui en donne l'essence. En fait, dans le spectacle, la grand-mère raconte des contes. Ce sont les contes que tu as recueillis là-bas. La majorité des contes, enfin les contes correspondent donc aux 4 directions. Elles correspondent à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, à la mort. Il y a un conte de création du monde et il y a un conte d'acceptation de la mort pour pouvoir vivre en fait. Donc c'est cette architecture un petit peu qui sous-tend le spectacle. Et pour le moment, j'ai un conte qui est le conte de la création du monde, donc la tortue. Un deuxième conte sur le don du nom. Parce que chez les Lakota, en fait, quand on naît, on reçoit un nom qui correspond à, je sais pas, par exemple, celle qui avait une coccinelle sur la main, par exemple. Tu serais né et tu aurais une coccinelle sur la main, tu t'appellerais celle qui a une coccinelle sur la main. Et au fur et à mesure des cycles de vie, chacun est renommé et tous ces noms forment un chemin de vie au moment où la personne quitte cette terre. Je trouvais ça très beau d'être renommé à chaque fois. Ensuite, il y a un conte sur le rapport amoureux, c'est l'ouverture à l'autre, c'est la rencontre avec l'autre, à travers la création de la première flûte, Siotanka avec un pivert, et comment cette flûte apprend aux hommes à ouvrir le cœur des femmes et à révéler leur lumière intime. Et en parallèle des contes, il y a le récit d'un voyage, le récit d'une marche, qui est celle de Mamakan, et qui se nourrit du voyage qui a été fait à Pine Ridge. C'est ce qui est très étrange quand on joue avec un masque, c'est que normalement l'objet est très expressif, le corps est expressif, le masque danse, et là c'est un masque qui compte. Donc c'est très particulier parce que les premières fois que j'ai compté pour des enfants, et le personnage s'est construit dans le regard des enfants, parce que je leur ai posé des questions, ils m'ont dit « Oh, elle est comme ça, elle est un peu comme si… » En fait, ils me donnaient des retours. Je découvrais le masque à travers la réception qu'ils en avaient dans l'instant de la représentation. C'est comme ça un peu qu'il s'est aussi peaufiné et construit, tissé. Et le masque en lui-même, cette grand-mère, je la découvre aussi dans les réactions que les gens ont, la manière dont ils m'en parlent. Et maintenant, elle devient vraiment leur grand-mère. Elle devient une sorte d'archétype de la grand-mère. Et les gens me disent, mais on a envie de passer plus de temps avec elle, on voudrait lui parler. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un personnage qui est né et que j'aime beaucoup. Que j'aime le porter, j'aime le nourrir, j'aime le donner à voir. Et de l'autre côté, il y a vraiment peut-être ce temps rêvé que je cherchais et que je vis à travers le regard du public. Ce qui est étrange, c'est que quand le masque compte, le regard du public s'inverse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on joue masqué, on regarde le public. On le voit. On le voit rire, on le voit pleurer, on le voit avoir des émotions, on le voit se détourner. On assiste vraiment au ressenti du public dans l'instant. Et il y a une véritable interaction entre les deux. Et quand je rentre dans le récit, je vois les gens rêver. Je vois les bouches des enfants tomber de 5 cm. je vois leur œil en train de rêver à l'intérieur. Je les vois voir des rêves, des images qu'ils se construisent. Je me souviens d'avoir vu Catherine Zarcat, une nuit du conte à Colombes. C'était un conte des 1001 nuits.
Elle a commencé et 5 minutes après, je me suis mise à rêver. Je voyais un immense bateau arriver avec des femmes qui dansaient, le soleil qui se lève, un prince. Mon imaginaire fonctionnait à 1000%. Et j'avais un véritable plaisir de me construire ces images, en même temps d'avoir totalement conscience qu'elles étaient suggérées par quelqu'un qui était extérieur, mais qui m'emmenait dans un rêve éveillé. Et parfois je vois ce rêve dans les yeux du public, et je sais que c'est un moment précieux parce que l'ayant vécu, je me souviens que quand ça s'est arrêté, j'ai eu une grande nostalgie tout d'un coup de ce moment. Et je suis assez heureuse de ça. Au départ, c'était très perturbant parce que j'avais l'impression de perdre le public, que le public n'était plus là, qu'il était absent. Et en fait, je me suis rendu compte sur les retours que les gens étaient extrêmement présents, et comme chacun s'est fait un petit peu son rêve, chacun a aussi un ressenti différent. Et je vois comment le conte se réfracte pour chacun l'éclaire d'un autre ressenti. Ça, c'est extrêmement touchant. Il y a la grand-mère qui s'adresse aussi au public, qui le fait participer. Il y a des moments où la grand-mère coquine s'adresse un peu au public, elle le cherche. Alors il y a des objets que j'ai ramenés de Pine Ridge, une grosse pierre qui était sur la route. Puis à un moment j'avais discuté avec des gens là-bas et ils me disaient que les pierres étaient très importantes. Il y a l'idée que voilà, les pierres sont là, qu'elles sont témoins de l'histoire de l'humanité, qu'elles nous voient, qu'elles nous regardent, qu'elles gardent l'empreinte de nos actes. Elles sont des témoins. Je fais passer aussi de la sauge, qui est une plante qui purifie l'atmosphère, qui attire les bonnes pensées, qui permet d'avoir un lien. Tous ces objets, c'est vraiment dans l'interaction avec le public qu'ils apparaissent. Il y a une carapace de tortue aussi. Il y a du foin d'odeur. Ça sent extrêmement bon, j'adore. Voilà. Mais les gens, du coup, voyagent aussi par le parfum, par le toucher, par le verbe, le minéral, le végétal, l'animal, qui sont si chers au Lakota, sont présents aussi dans le spectacle. C'est la trace d'un chemin, d'un vécu avec des objets et le désir du partage. Donc ça peut passer par plein de choses. L'idéal, on aimerait bien en arriver à cuisiner, mais on n'est pas encore passé à cette phase avec Colette. Sur certaines représentations, on a préparé à manger, on offrait le repas après. On offrait le repas en fait en soutien à une association qui s'appelle Pine Ridge Enfance Solidarité, parce que aller sur la réserve, c'est pas forcément une évidence, hein. D'avoir des points de chute, des contacts. Et j'étais tombée sur cette association qui avait l'air très sérieuse et qui fait un vrai travail de soutien auprès des familles là-bas. Aujourd'hui, le spectacle soutient l'association Pine Ridge Enfance Solidarité. Il y a l'équivalent de 10% des recettes qui sont reversées à l'association pour financer des paniers alimentaires pour les familles là-bas sur place. Ça aussi, c'est éthique. Enfin, pour moi, j'ai reçu des choses de manière violente, de manière un peu moins violente. Mais bon, c'est une société de guerriers. Je suis allée quand même à la rencontre d'une société de guerriers, de chasseurs, de gens qui vivent en contact avec la nature, qui donnent une certaine valeur aux contes, aux chants, aux traditions. Et moi, je n'arrivais pas forcément dans cet état d'esprit, donc c'était une manière aussi de remettre les choses un peu au clair. Là, où j'ai été très touchée tout au long de l'année, c'est qu'au fur et à mesure que le spectacle se jouait, j'ai eu des messages qui m'ont été envoyés de là-bas, ou des gens qui m'avaient claqué la porte au nez, qui ne voulaient pas me voir, qui ont été assez rudes, m'ont fait des signes. Je pense qu'aussi, quand on demande des choses aussi énormes que celles que j'ai pu demander, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps pour se connaître. Il faut du temps pour éclairer les raisons pour lesquelles on se rencontre et devenir amis. Parce que le spectacle a la vocation quand même de créer le lien. Alors on va décrire le costume de la grand-mère. Alors le costume. Au moment où j'ai commencé à travailler sur ce projet, je me suis mise au crochet.
Alors pourquoi le crochet? Parce que en fait, il n'y a qu'un instrument. Et que j'étais en train de travailler sur un projet en solo, donc il y avait une unité. Hein, et puis il y avait l'idée de tisser un fil et de le suivre et de voir ce que ce fil allait raconter. Alors de manière plus concrète, je me suis mise au crochet. Et là j'ai commencé à récolter de la laine. Et puis je suis tombée sur des laines mauves, rosées, et j'ai commencé à les assembler. Et j'ai fait un chignon au départ. Puis autour de ce chignon, j'ai fait des espèces de petites, comment on pourrait appeler ça? Comme une espèce de rosace en fait. Et j'ai commencé à réaliser une coiffe. Cette coiffe, elle s'inspire aussi de souvenirs que j'ai dans mon enfance, des femmes berbères du sud marocain qui tressaient en fait leurs cheveux et accrochaient des coquillages, des cauris au bout des cheveux. Je trouvais ça très beau. Quand elles dansaient, ça faisait des petits sons comme ça qui percutifs, et c'était très musical et esthétique. Et puis j'ai fait aussi des petites nattes avec des perles rouges au bout. Je pensais un petit peu plus au Lakota. J'ai rajouté un peu des lanières de cuir. Il y a 2 boucles d'oreilles qui sont suspendues et qui m'ont été offertes en fait au moment où on a quitté la réserve de Pine Ridge. Donc j'ai gardé ces petites boucles d'oreilles que j'ai accrochées à la coiffe. C'est très agréable à porter. J'ai déjà eu des perruques en fait à porter avec des masques, mais c'est souvent très lourd, difficile à assembler, ça va dans tous les sens, puis on finit par avoir mal au crâne. Et là j'ai essayé de faire quelque chose d'extrêmement léger et la laine me semblait être ce qu'il y avait de plus juste. Il y a l'idée aussi des fileuses, hein, les 3 parcs, voilà, la naissance, la vie, la mort. Voilà, tout est aussi relié dans une coiffe. Alors, le haut. Le haut, j'avais trouvé un tissu assez brut qui me faisait penser à un tissu paysan, chose qui vient de la terre, de la campagne. En même temps, il a été teint avec des teintures mauves, violettes, rosées. Et je trouvais ça très joli. Je l'ai découpé de manière à former un haut que j'ai patiné ensuite avec une amie qui s'appelle Joëlle Loussif, qui a travaillé sur le décor du spectacle, qui est en fait une grande tortue sur laquelle je joue. Et elle est grande pour moi, mais peut-être qu'elle paraît petite du public. C'est un peu mon tapis volant. Et donc elle l'a patiné un peu pour lui donner de l'âge. J'ai rajouté un peu des franges rouges. La terre Lakota, c'est la terre rouge. Ensuite, il y a la robe qui était en dessous. Voilà. Alors c'est un peu une robe de fée, hein. Au départ, une espèce de grande robe en panne de velours marron qui a été ensuite travaillée, patinée, brûlée, déchiquetée pour lui donner un petit peu de vie, pour retirer le côté un petit peu riche, comme quelque chose de très ancien qui aurait été abîmé par le temps. Donc il est assez ample et très agréable aussi à porter. Il est assez lourd, donc du coup ça leste aussi au niveau du poids, au niveau du corps. Ça me donne un ancrage quand je le porte. Ça participe aussi à la carrure de la grand-mère, dans la posture, avec la lourdeur. La lourdeur et puis le fait que le costume soit assez long, hein, il traîne au sol et il est déchiqueté. Je suis obligée aussi de travailler sur des pas plus resserrés, plus petits. Voilà, de gérer la mobilité du personnage dans l'espace. Puis je me sens bien dedans. Voilà, c'est vraiment créer maison. Il y a cette idée aussi de revenir à la capacité de pouvoir créer des choses par soi-même. Et en même temps, l'idée de quelque chose de pérenne, qui est là et qui va faire un long chemin. Ça marche. Les gens adhèrent complètement à la silhouette, au personnage.
Dans la première version, celle que j'ai jouée, je me costume sur le plateau. C'est-à-dire que j'arrive au départ, je suis conteuse, je raconte l'histoire de cette petite fille, de cette quête de la grand-mère, de ce rêve, de toutes ces grand-mères qui arrivent, et puis la première grand-mère Lakota qui arrive et qui donne cette pierre, qui est un lien vers Pine Ridge. Et ensuite, sur une musique, je me costume à vue et je mets le masque. Donc les gens assistent à la métamorphose, au passage de la conteuse au personnage masqué. Et au bout d'1h30 de spectacle, quand je retire le masque, j'ai un visage de petite fille, quoi. Parce que, bien sûr, c'est un jeu. Et le fait de retirer l'objet, le masque garde... comment dire ? Moi, j'ai vraiment le sentiment de redevenir une petite fille quand je le retire. D'avoir, à travers ce masque, à travers ces contes qu'elle raconte, à travers le regard du public et leurs rêves, d'avoir vécu peut-être de manière sublimée cet état d'enfance. Et donc, il y a à la fois dans le même objet, moi je suis à la croisée des chemins, j'ai 40 ans, entre une petite fille de 5-6 ans et une grand-mère de 80 ans. C'est comme si j'étais un peu comme ça au milieu du gué entre les deux, et je trouve ça très, très chouette. Ça fait peut-être aussi écho à ce que vivent les spectateurs. Ils retrouvent leur petit garçon, leur petite fille. Mais c'est très chou, hein, parce que moi, je vois des personnes en face de moi qui sont plus âgées que moi, et je vois l'enfant en eux, quoi. Je vois l'enfant qu'ils sont. Tout le monde se retrouve dans le même état d'abandon, d'interrogation première, comme si tout était neuf, tout était à redécouvrir, tout était réinterrogé. C'est vrai que c'est extrêmement touchant, c'est précieux. C'est vraiment un moment précieux à vivre. Moi, j'invite qui veut à faire la même aventure, parce que c'est vraiment, c'est un moment de bonheur. Mais c'est un peu ce que je cherchais aussi en faisant du théâtre. Mais dans les aventures que j'ai vécues, il manquait quelque chose. Il manquait cette chose-là, ce lien. J'ai fait beaucoup de spectacles où c'était toujours des spectacles très engagés, avec des grands questionnements sur le monde, mais tout était formulé dans une forme de revendication, de dénonciation, de frontalité. Il y a un moment où j'ai plus adhéré à cette forme. C'est comme si à force de dénoncer l'horreur face à un public acquis, on ne faisait qu'entériner un peu plus nos douleurs communes. Et je me suis dit, bon, alors je peux venir sur un plateau et me faire l'écho du pire, mais je peux peut-être aussi me faire l'écho du meilleur. Et en me faisant l'écho du pire, bien sûr qu'on est conscient, mais parfois on se sent encore plus impuissant. Par contre, en se faisant l'écho du meilleur, on a l'impression de semer des petites graines de bonheur, de joie, et on sent que chacun peut repartir avec, et puis cheminer chacun à son niveau. Voilà. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus... Tout d'un coup, ça a redonné des lettres de noblesse à cet art, et surtout, ça m'a apporté beaucoup de joie. Fais de ta vie une œuvre d'art. Que chaque instant de ce présent si précieux soit habillé de tes plus belles pensées, de tes actes les plus nobles. Fais de ta vie un hymne à la joie. Pénètre au plus profond de la matière. Féconde l'obscurité de pensées lumineuses. Maintenant, aujourd'hui, le projet, c'est presque comme s'il m'échappait un peu, comme s'il courait devant moi, comme s'il est déjà en route, et maintenant c'est moi qui cavale derrière. Parce que le public, dans la manière dont il l'a reçu, les gens qui ont été touchés, maintenant se font le relais de ce projet et de ce spectacle. Et je le découvre maintenant à travers leur propre projection. J'ai une amie, Martine, qui avait une grand-mère, elle était très attachée à sa grand-mère. Maintenant, elle est en chemin pour faire un peu le même type de travail, et avec cette nécessité de transmettre ce qu'elle a reçu.
Et puis voilà, il y a des gens qui commencent à me solliciter par rapport à toute ce manque qu'il y a dans notre société de lien entre les anciens et les jeunes, et cette transmission qui n'est plus là. J'étais dans un centre social et culturel à Bagnolet il y a quelques jours. Et il me parlait de toute la population qui vit autour de ce centre social. Les gens arrivent du travail, ils sont épuisés, ils communiquent plus avec les enfants sont dans leur chambre devant la télévision, un ordinateur, ou ils sont sur leur tablette, où ils jouent avec des jeux vidéo. Les parents, eux, sont épuisés, donc ils rentrent, ils s'installent devant la télévision. Ils mangent parfois plus dans la même pièce. Et les grands-parents, eux, n'existent plus. Ils ont disparu. Et voilà, il y a quelque chose dans ce projet qui les touche beaucoup sur le fait d'interroger les transmissions et surtout de les préserver, de faire en sorte qu'elles se remettent en action. Bonjour Mama Khan. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce que vous avez voulu me rencontrer, mademoiselle? Parce que vous posez des questions. Mais ce que j'ai appris, c'est que souvent, quand on pose des questions, c'est que soi-même, on se les pose. Et quand on est touché, c'est que on a vu quelque chose qui nous a touchés. C'est vrai. C'est vrai. Je suis une grand-mère. Je raconte des histoires. J'aime la nature. J'ai envie que les gens soient heureux, qu'ils soient bien. J'ai envie qu'ils prennent le temps. J'ai envie qu'ils se rencontrent, qu'ils s'installent au coin du feu, qu'ils chantent, qu'ils dansent, qu'ils rient, qu'ils profitent de la vie. Et vous avez demandé à me rencontrer. Pour justement témoigner de ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce que j'ai fait? Les histoires, votre personnalité aussi. Je la trouve très touchante. Pourquoi? Vous avez un caractère affirmé, je dirais, Oui. et avec beaucoup de douceur en même temps, j'ai l'impression. Enfin, je le ressens aussi lors du rapport avec le public, par exemple. Oui. Ce que vous partagez avec eux, vos savoirs, vos Bonjour. histoires. Ça me touche parce que la dame, elle passe et elle me voit et elle me sourit. C'est ça aussi qui est vraiment sympathique. Parce que les vieux, ils sont plus là. Je promène dans les rues, ils ont disparu. Moi, ça me peine beaucoup. C'est vrai. De toute façon, ce serait très difficile de pouvoir vivre comme ça, se faire bousculer toute la journée. On finirait par devenir acariâtre, pas sympathique. On finirait par dire des horreurs. Je me souviens, une fois, j'étais dans la rue, et j'allais chercher des gens pour leur raconter des histoires. On est monté à l'étage et là, il y a une femme qui arrivait, qui était très pressée. On s'est croisés et elle m'a dit « Quelle horreur !» Oui, elle m'a vue et elle m'a dit « Quelle horreur !» Et là, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit du tac au tac « Vous y viendrez, madame !» Et oui. Et elle est restée un peu consternée. Je lui ai dit « Mais vous savez, c'est quand même un des impondérables de l'existence. » À quoi bon résister? Bonjour. Vous allez bien? Vous faites une petite promenade? Bah nous aussi. Et ben oui, c'est super. C'est quand même un bel endroit. Ah bah oui, on est tranquille. Mais là, il a un casque. Comment? Un masque? C'est un masque? Ah, un casque. Oui, j'ai un casque. Je suis casquée, moi. Hé hé. Elle est bonne la glace? Elle est bonne la glace, oui. C'est quel parfum? Toi, tu sais pas, hein? Tu as du mal à identifier, là, hein? Framboise, rose. Belle journée, madame. Bah vous aussi. Et bien du bonheur. Il est en bois, votre masque? Comment? Il est en bois? J'entends pas. Il est en bois? Je vois pas de quoi vous voulez Il est en parler. bouée? Et il est en en bouée, oui. En bouée. Ah oui, bien beau. Et je vous embrasse. Du fond du cœur. Bonne route. Cuando parte un murguista, los adioses nos llenan, el alma no perdona y un frío cala los huesos. Así
como los pájaros, dando lucha contra el viento, así como los vientos, silbando y soplando tercos. Cuando parte un murguista, un silencio estremece. Falta un vaso en la vida y una voz en el pecho. Así como los pájaros, dando lucha contra el viento, así como los vientos, silbando y soplando tercos. Adiós al amigo y canto, salud por ese murguista que en las nubes anda cantando y hoy ensaya con el diablo, mientras Dios lo relojea, queriendo meter la tercia.